Aujourd'hui, on va parler d'un grand classique, une gourmandise qu'on croit tous connaître, le pain d'épices. Mais attention, oubliez tout de suite l'image des petits bonhommes, des maisons de Noël bien croustillantes. On va faire un saut, direction le 15e siècle pour découvrir quelque chose de très différent. Et on se base pour ça sur une analyse passionnante de recettes médiévales, une analyse qui s'appuie sur du concret, hein, un manuscrit anglais, le Harleian MS 279. Ouais, tout à fait. Et notre but, aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'était vraiment ce pain d'épices médiéval. Enfin, au moins cette version anglaise du XVe siècle. Et préparez-vous à être un peu bousculé dans vos certitudes. Parce que, comme la source le dit bien, cette friandise, elle avait souvent ni la forme, ni la texture, et même parfois pas l'ingrédient star qu'on imagine, le gingembre. On est loin, très loin du biscuit ou du gâteau qu'on mange aujourd'hui. Le 5 étouffé, et même traîtreusement étouffé, Par un certain Python. non, par du pain d'épices, pas frais. Alors, si c'était pas un biscuit, c'était quoi exactement? Comment on faisait ça, ce pain d'épices au Moyen Âge, d'après ce fameux manuscrit? Alors, déjà, la base de la recette, c'est la première grosse surprise. Oubliez la farine. Le manuscrit Harleian, il décrit une méthode où on prend de la mie de pain blanc, on l'émiette très finement, parfois on la tamise même pour avoir une poudre. Et cette mie, on la mélange avec pas mal de miel, du miel clarifié et chauffé. C'est ce duo mie de pain et miel chaud qui fait toute la structure. De la mie de pain et du miel. J'essaie d'imaginer la consistance. Ça devait être, collant, non? Très dense. Rien à voir avec un gâteau léger ou un biscuit qui croque, quoi. Pas d'œuf, pas de beurre non plus, j'imagine pas de levure. Ah non, rien de tout ça. La source décrit vraiment une préparation compacte, presque pâteuse, et évidemment très très sucrée avec tout ce miel. Il faut s'imaginer un truc qui ressemble plus à une confiserie dense, une sorte de pâte d'amande ou de nougat très ferme, quoi. Mais fait avec du pain. C'était riche, assez lourd même. On en mangeait sans doute de petites quantités. Pas du tout aérien, ça c'est sûr. D'accord. Et donc, fini les découpes à l'emporte-pièce, les étoiles, les petits bonhommes. Pour cette recette anglaise précise du 15e, celle du manuscrit Harleian.279, la source est très claire. Non, pas de forme figurative. On peut imaginer la pâte pressée dans des moules assez simples, peut-être rectangulaires, ronds, ou juste coupés en carrés, en losanges, une fois que c'était froid. Le côté un peu jeu, un peu enfantin qu'on associe au pain d'épices maintenant, ça n'existait pas du tout pour cette recette-là. Ce n'était pas fait pour amuser les enfants, c'était plutôt un truc d'adulte, avec des fonctions bien précises. Bon, d'accord. Donc on a cette confiserie anglaise, dense, mie de pain, miel. Mais vous disiez que le pain d'épices, on en trouvait un peu partout en Europe. C'était partout pareil, cette version anglaise? Ah non, pas du tout. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, je trouve. Le terme pain d'épices, en fait, il couvrait des choses assez différentes selon les pays, les époques. La source nous dit par exemple qu'en France, le pain d'épices, pensez à celui de Dijon, de Reims, ça désignait déjà quelque chose qui ressemblait plus à un gâteau. Plus moelleux, souvent avec du seigle et du miel, mais une texture de cake, quoi. L'article compare ça au parkin anglais. Bon, c'est une autre spécialité, un gâteau à l'avoine et à la mélasse, on n'a pas les détails ici, mais ça montre bien la différence avec la confiserie compacte du manuscrit Harleian. Ah, d'accord. Donc notre pain d'épices français, celui qu'on connaît encore un peu, il aurait une histoire différente de cette version médiévale anglaise. Ces pains d'épices-là, ils étaient souvent pressés dans des moules en bois sculptés magnifiquement, avec des scènes de la Bible, des blasons, des personnages. C'était vraiment un art. Ce qui contraste carrément avec l'approche plus simple, plus brute de la recette anglaise du 15e dont on parle. Et en Angleterre même, est-ce qu'il y avait d'autres types avant ou à côté de cette recette harléenne? La source dit que les toutes premières traces de trucs similaires en Angleterre, ça ressemblait plus à des sortes de bonbons ou de pâtes très épicées. Toujours miel et mie de pain. Et elle insiste sur un point important, le gingembre, c'était pas forcément l'épice principale, voire pas présente du tout au début. Donc le nom anglais gingerbread, pain de gingembre, il est peut-être arrivé plus tard. Ou alors il désignait une variété parmi d'autres. Au départ, pain d'épices ou spice bread aurait été plus juste finalement. Ah oui, ça remet les choses en place. Justement, parlons-en de ces fameuses épices. Si le gingembre n'était pas la star, qu'est-ce qui parfumait ce pain aux épices médiévales? J'imagine que c'était pas notre mélange 4 épices standard. Oh non, c'était souvent bien plus complexe. Et surtout, très cher.
Les épices au Moyen-Âge, c'était du luxe, hein. Ça venait de loin, par des routes compliquées, dangereuses. C'était un signe de richesse, de statut. La source donne quelques exemples typiques de l'époque. Le poivre long, c'est une variété de poivre d'Inde, plus chaud, presque sucré, moins piquant que le noir, on l'aimait beaucoup à l'époque. Il y avait aussi la cannelle, bien sûr, le clou de girofle, le massis, ça c'est l'enveloppe de la noix de muscade, c'est plus fin en goût. Et puis oui, parfois le gingembre. Le mélange exact, ça devait varier selon les recettes, ce qu'on trouvait, et la richesse de celui qui cuisinait, évidemment. Le poivre long. Tiens, ça fait vraiment saveur d'autrefois. Et il y a un autre ingrédient que mentionne la source qui m'a interpellée, le bois de santal rouge. C'est pas une épice. La source parle bien de poudre de bois de santal rouge utilisée comme colorant. Ça donnait une jolie couleur rouge à la préparation. C'est intéressant parce que ça nous rappelle deux choses. D'abord, l'importance du visuel dans la cuisine médiévale. On aimait les couleurs vives sur les tables de fête. Et ensuite, que ces ingrédients précieux, comme les épices, ils n'étaient pas là que pour le goût ou le prestige. Ils pouvaient avoir d'autres rôles, symboliques ou même médicinaux. Le prestige, oui, on imagine bien vu le prix, mais médicinaux, ça, alors c'est vraiment étonnant pour une gourmandise. La source explique ça? Oui, oui. Et c'est peut-être le point le plus surprenant, le plus éloigné de notre idée du pain d'épices aujourd'hui. Pour comprendre ça, il faut se remettre un peu dans la tête des gens du Moyen-Âge. Enfin, dans leur vision de la médecine. Elle était très influencée par les Grecs et les Romains de l'Antiquité, comme Galien. Et au cœur de tout ça, il y avait la théorie des humeurs. L'idée que le corps fonctionne avec 4 fluides, le sang, le phlegme, la bile jaune, la bile noire, qui correspondent à 4 qualités: chaud, froid, humide, sec. La santé, c'était l'équilibre entre tout ça. Et la nourriture, c'était essentiel pour maintenir cet équilibre. Ah oui, la fameuse théorie des humeurs, chaud, froid, sec, humide. C'est à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. Et comment une confiserie pleine d'épices, comme le pain d'épices, trouve sa place là-dedans? Et des médecins médiévaux, comme l'explique la source, ils voyaient la digestion comme une sorte de cuisson dans l'estomac. Et pour que ça cuise bien, il fallait non seulement choisir des bons aliments, selon leur qualité supposée, mais aussi les manger dans un ordre précis. Un repas médiéval bien fait d'après les médecins, ça suivait une séquence bien particulière pour aider l'estomac. D'accord. Une sorte de protocole diététique hyper structuré, quoi. Ça se passait comment concrètement? En général, on commençait par des aliments dits apéritifs, des choses qui ouvraient l'appétit et préparaient l'estomac. Ça pouvait être des fruits frais ou secs, souvent vus comme froids et humides, donc à manger au début, un peu de vin sucré, des petites confiseries légères. Après, venaient les plats principaux. D'abord les plus légers, les plus faciles à cuire par l'estomac, volaille, poisson, plutôt chauds et humides, puis on passait aux plats plus lourds, comme les viandes rouges rôties, les pâtés, plus chauds et secs, et à la fin, les fromages, souvent considérés comme froids et secs, donc difficiles à digérer. Et tout à la fin de ce parcours, il fallait faire quelque chose de spécial pour conclure. Exactement. Après avoir mangé tous ces plats aux qualités différentes, c'était super important de refermer l'estomac. Une étape cruciale pour bien finir la digestion. Pour aider à garder les aliments dans l'estomac pendant qu'ils cuisent et pour éviter que les mauvaises vapeurs liées à une mauvaise digestion ne remontent au cerveau. Et c'est là, précisément là, qu'intervenait notre pain d'épices médiéval. Incroyable. Donc le pain d'épices, c'était pas juste un petit plaisir sucré, c'était un outil diététique en fait. C'est ce que la source suggère très fortement, oui. Son côté très sucré, le miel, et surtout sa richesse en épices considérées comme chaudes et sèches, cannelle, clou de girofle, le poivre long, gingembre quand il y en avait, eh bien c'était vu comme idéal pour cette fonction de clôture. Ces épices devaient réchauffer l'estomac, aider à la cuisson finale et faciliter la digestion des plats lourds mangés avant. Sa fonction première dans ce cadre médical justifiait complètement d'utiliser autant d'épices si chères. C'était pas juste une gourmandise, c'était plutôt un digestif solide, une sorte de prescription pour bien finir le repas. C'est fou de réaliser à quel point nourriture et santé étaient liées, mais d'une façon si différente de nos idées actuelles sur la nutrition. Et cette vision purement médicale du pain d'épices, est-ce que ça a duré longtemps, Ève? Ah non, ça n'est pas resté comme ça, effectivement. La source nous emmène ensuite en Angleterre, mais au XVIIe siècle cette fois. L'aspect médical, il s'efface petit à petit, et le pain d'épices y commence à prendre des sens très différents, plus ambigus. Ça balance entre la magie, la superstition et même la séduction.
La séduction, hein, avec du pain d'épices, hein. Et oui, la source raconte une coutume populaire assez incroyable. On disait que certaines jeunes femmes fabriquaient un pain d'épices spécial en forme de bonhomme et elles l'offraient à l'homme dont elles voulaient gagner le cœur. Si l'homme acceptait et mangeait le biscuit, on pensait que ça pouvait le rendre amoureux. Ah, le fameux bonhomme en pain d'épices. Alors son origine serait liée à des filtres d'amour populaires. C'est quand même plus romanesque que la digestion, hein. Et, détail amusant, la source précise que ces pains d'épices-là, ils étaient souvent très généreusement parfumés au gingembre. Parce qu'on attribuait spécifiquement au gingembre, à cette époque, la vertu de réchauffer les cœurs. Et, disons-le, de stimuler l'ardeur des hommes. On est passé du digestif à l'aphrodisiaque populaire, hein. Quel changement de statut. J'imagine que ce côté un peu magique, un peu sulfureux, ça n'a pas dû plaire à tout le monde à l'époque. Pas du tout, non. Ça a fortement déplu aux puritains, qui étaient très influents en Angleterre au XVIIe siècle. La source explique qu'ils se méfiaient pour deux raisons principales. D'abord, la forme humaine de ces gâteaux, ça leur posait un problème théologique. Ils y voyaient un risque d'idolâtrie, de fabriquer des images qui rappelaient les idoles païennes ou catholiques qu'ils rejetaient violemment. C'était presque un blasphème. D'accord, l'idolâtrie, je vois. Et la deuxième raison? Le côté filtre d'amour, oui. Et plus largement, c'est le pouvoir un peu sorcier qu'on prêtait au pain d'épices qui les inquiétait. L'idée qu'un simple aliment puisse influencer la volonté, manipuler les sentiments ou avoir un effet quasi magique sur le corps comme stimuler le désir, pour eux, ça relevait de la superstition, voire de la sorcellerie. C'était vouloir avoir un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Donc le pain d'épices, de simple aliment ou gourmandise, devenait un objet suspect chargé de dangers moraux et spirituels. De remède pour l'estomac à outil de séduction limite diabolique. Quelle trajectoire pour une simple friandise, hein. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je cherche un filtre d'amour en aérosol dont je puisse asperger une certaine nénette plémette pour obtenir sa totale soumission. Si on devait résumer un peu ce qu'on a découvert grâce à cette exploration du pain d'épices médiéval, surtout cette version anglaise du XVe siècle. On retiendrait d'abord sa différence radicale avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était une confiserie très dense, sucrée, à base de mie de pain et de miel. Pas un biscuit sec, pas un gâteau à la farine. Les épices étaient centrales, oui, mais le gingembre n'était pas forcément la star au début. Et sa fonction première, c'était une fonction médicale ou diététique. Aider à refermer l'estomac à la fin du repas grâce à ces épices chaudes et sèches. Les formes de bonhomme, l'association avec Noël, les histoires de séduction ou de magie, tout ça c'est arrivé bien plus tard. Ça montre bien comment un aliment peut voyager dans le temps et changer complètement de sens. Ça nous donne une vision vraiment nouvelle de quelque chose qu'on croyait connaître par cœur. Et au-delà du pain d'épices lui-même, je trouve que ça nous invite à réfléchir à l'évolution de notre rapport à la nourriture. Un produit peut passer d'un statut quasi médical, hyper valorisé pour ses ingrédients rares et sa fonction précise, à une douceur presque banale, un symbole de fête saisonnier ou même un objet de folklore amoureux et de débat moral. Les significations changent, s'ajoutent, se perdent. C'est une excellente piste de réflexion, oui. On pourrait peut-être se demander ce qu'on a perdu en chemin, non? Aujourd'hui, les épices, pour nous, c'est surtout le goût, des condiments. Au Moyen-Âge, elles avaient l'air d'avoir une charge symbolique bien plus forte. Marqueurs sociaux, garantes de santé selon des logiques qui nous échappent, peut-être même porteuses d'une certaine vision du monde, de l'équilibre du corps. Toute une richesse de sens qui s'est un peu évaporée avec la démocratisation de ces ingrédients, finalement. C'est une question fascinante, oui, à laisser ouverte. Qu'est-ce que ça signifiait vraiment, une pincée de cannelle ou de clou de girofle, à une époque où ça valait une petite fortune et où on pensait que ça pouvait agir sur les humeurs du corps? Voilà de quoi donner une saveur un peu différente à notre prochaine dégustation de pain d'épices, qu'il soit d'inspiration médiévale ou tout à fait moderne. Pour Dieu ne pensez mieux que nul est signorine. Sur moi, il faut vous seulement, qu'à des centricheries, chérie, vous aille humble.
dame jolie. Mais vos douces mestries mon cœur si durement qu'elle le contralie et lie en amour tellement qu'il n'a de rien envie, fort destre en vos baillis, et ce ne lie autrui, vos cœurs nul alivement. Douce dame jolie, et quand ma maladie guérie ne sera nullement sans vous, douce ennemie, qui lie estesse de mon tourment, à jointe main des prix.